Salut les goths et bienvenue dans une nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est encore une fois une vidéo de la série En route vers le Tour. C'est l'avant-dernière vidéo, donc au moment où sort la vidéo, le Tour approche à très grands pas. Et donc aujourd'hui, on va parler d'une équipe qui devrait normalement jouer la gagne sur le Tour de France. Une équipe qui amène une équipe XXL avec que des coureurs capables de gagner le Tour de France. Une équipe qui est récente, mais en même temps assez historique. C'est un peu paradoxal, puisqu'aujourd'hui, on va parler de l'AEE. Donc en fait, UAE Team Emirates, finalement, c'est une équipe qui est créée en 2017. Mais elle se crée sur les bases de l'équipe Lamprey. L'équipe Lamprey, c'est déjà une équipe qui va un peu se créer en 1990. Elle va bien se développer, gagner quelques succès. Par exemple, en 1993, Maurizio Fandriest gagne 1500 MO. Tous ces succès vont permettre à l'équipe de participer à son premier Tour de France en 1993 et de plutôt bien y performer puisque Adoujaparov remporte 3 étapes et le classement par points. Suite à cela, l'équipe va continuer sur sa lancée, puis va remporter plusieurs succès, des victoires sur les grands tours, ou encore un Tour de Lombardie, mais surtout en 1996, l'équipe remporte son premier grand tour, le Tour d'Italie, grâce à Pavel Tonkov. Malheureusement, cette même année, l'équipe va disparaître, et puis va finalement faire son retour en 1999. Et l'équipe va très vite se remettre à gagner, et très fort. Que ce soit sur tous les grands tours, mais aussi des monuments, comme Liège-Bastogne-Liège, mais surtout un nouveau Giro, grâce à Gilberto Simoni. S'en suivent des saisons bien plus moyennes pour l'équipe, qui termine dans les bas-fonds du classement et qui a beaucoup de mal à remporter des gros succès. Puis on décide de remettre un peu de sang neuf dans l'équipe, c'est incarné notamment par Damiano Cunego. On va voir aussi Balan, qui va remporter le Tour des Flandres et qui va devenir champion du monde devant, du coup, Cunego. Qui lui va pour le coup remporter 2 fois le Tour de Lombardie, tout en étant très actif sur les classements généraux. Puis en 2011, Scarponi va offrir un nouveau Tour d'Italie à l'équipe après le déclassement de Alberto Contador. Cependant, c'est un peu en trompe-l'œil, l'équipe est quand même en train petit à petit d'être sur la pente descendante. Elle arrive toujours à remporter des succès, comme avec Ruben Plaza sur le Tour de France 2015, ce qui est d'ailleurs la dernière victoire de Lamprey sur le Tour de France, puisque en 2016, l'équipe s'arrête, puisque en 2016, il y a un changement de son sort. Et à ce moment-là, tout semble plutôt se diriger vers une voie, c'est de se dire, l'équipe va devenir une équipe chinoise. Puisque à ce moment-là, il y a un partenariat avec le groupe chinois TJ Sport Consultation, qui devrait arriver à mettre de l'argent, aidé notamment par le gouvernement chinois et par plusieurs grosses entreprises chinoises comme Alibaba. Et du coup, le but de l'équipe, ce serait de promouvoir le cyclisme en Chine. Pour des raisons plus ou moins obscures, ça ne se fait pas. Il n'y a pas eu de garantie sur le budget, et c'est donc UAE qui va reprendre l'équipe, et avec à sa tête le sulfureux Gianetti. Donc la première année en 2017 est plutôt bonne pour l'équipe, qui va remporter des étapes sur le Tour d'Italie et sur le Tour d'Espagne, mais l'équipe veut rêver plus grand et veut se donner les moyens. Elle va recruter un ancien vainqueur de grand tour comme Fabio Aru, mais aussi des coureurs comme Dan Martin et Alexander Christophe qui vont tous les deux remporter une étape sur le Tour de France en 2018, et Christophe ce sera sur les Champs-Élysées. En 2019, on voit aussi l'arrivée de Fernando Gaviria qui avait marché sur le Tour de France 2018 en termes de sprint, mais surtout d'un certain Tadej Pogacar qui va remporter 3 étapes sur la Volta et qui va finir 3ème. L'année suivante, l'équipe se présente sur le Tour de France avec comme leader ce fameux Tadej Pogacar qui est quand même plutôt inconnu du grand public. Il sort d'un Dauphiné qui est bon sans être exceptionnel, mais l'équipe UAE va très vite lancer la machine avec Alexander Christophe qui remporte la première étape et qui porte le maillot jaune. Après ça, Pogacar va très vite perdre du temps sur une bordure, et à ce moment-là, à peu près tout le monde se dit, Pogacar, il va jouer le top 5 parce qu'il a perdu trop de temps pour le podium, c'est un petit jeune, on le voit pas on le voit pas rivaliser avec les plus forts qui étaient Pinot, qui étaient Bernal, à ce moment-là, qui étaient Roglic. Sauf qu'au fil des étapes, il se détache avec Roglic, et c'est un peu le duo gagnant, Pogacar et Roglic, et Pogacar bat souvent Roglic, même s'il n'arrive pas à creuser l'écart. Et malheureusement, sur la fin de tour, il craque un peu dans les étapes de montagne. À ce moment-là, on se dit, Roglic va gagner son Tour de France, il est imprenable avec une énorme équipe. Et sur peut-être une des étapes les plus iconiques du 21e siècle, Pogacar, sur le chrono de la planche des belles filles, va reprendre un temps fou à Roglic qui ne fait pas un mauvais chrono. Mais Pogacar vole ce jour-là, peut-être sa meilleure performance qu'il ait jamais faite, et va reprendre le maillot jaune et va gagner un premier Tour de France. À ce moment-là, on commence à comprendre un peu le phénomène,
mais on va surtout le comprendre les années suivantes. En 2021 déjà, il remporte Liège-Bastogne-Liège devant Julien Alaphilippe, mais aussi le Tour de Lombardie, qui d'ailleurs il va remporter à chaque fois. Après ça, il a 3 victoires sur le Tour de Lombardie, mais surtout un deuxième Tour de France, et cette fois-ci, il écrase complètement la concurrence, il permet d'attaquer à 80 km de l'arrivée, de reprendre 7 minutes à l'échappée, il est vraiment imprenable. Et donc il arrive en 2022, évidemment, très logiquement, comme le grand favori, énorme favori du Tour de France, en ayant remporté notamment l'Estrade Bianche, en étant aussi très fort sur le Tour des Flandres, il prouve qu'il est ultra polyvalent. Le début de tour se passe plutôt bien, puisqu'il va remporter 2 succès, notamment en haut de la planche des belles filles. Mais en haut de la planche des belles filles, il y a un coureur qui semble l'embêter un peu, c'est Jonas Vingegaard. Mais surtout, ce qui est compliqué avec Vingegaard, c'est qu'il a une énorme équipe, la Jumbo-Visma. Et Pogacar, il a remporté 2 Tours de France avec une équipe très moyenne, voire même très très moyenne. En 2020, je pense que c'est peut-être la plus faible équipe pour un vainqueur de Tour de France. Le problème, c'est qu'en 2022, on a du Roglic, on a du Van Aert qui fait un Tour de France exceptionnel, et là, ça ne suffira plus pour Tadej Pogacar, le talent ne suffit plus, et Vingegaard est aussi très très fort. Il bénéficie d'une énorme équipe, mais en même temps, il est très très fort, et cette fois-ci, Pogacar craque, notamment sur le table du Granon, où il va perdre un temps fou, et il va, après ça, décider d'attaquer à toutes les étapes, sans succès, avant de craquer sur la dernière étape de montagne et de laisser Vingegaard remporter le tour. C'est un premier échec pour Tadej Pogacar, et l'année suivante, il va aller remporter le Tour des Flandres pour se consoler. Il s'aligne sur Liège-Bastogne-Liège pour remporter la classique, mais il va chuter, se blesser au poignet, et donc à ce moment-là, il peut plus courir jusqu'au Tour de France. Et il arrive donc sur le Tour de France avec beaucoup d'incertitudes, mais le début de Tour de France se passe plutôt bien, même s'il lâche un peu de temps sur l'étape de Marie-Blanc, il va en reprendre cette étape d'après en s'imposant. Mais le problème de Pogacar, c'est qu'il a toujours du retard à reprendre à Jonas Vingegaard. Il va donc attaquer à toutes les étapes. Et malheureusement, sur le chrono, Vingegaard sort une performance exceptionnelle qui relègue Pogacar. Et le lendemain, sur le Granon, Pogacar explose. Et à ce moment-là, il prend 7 minutes dans la figure par Jonas Vingegaard et tu sais que le tour est mort. Il va quand même remporter une nouvelle victoire d'étape, mais finalement, c'est peut-être une petite déception pour Pogacar de ne pas remporter un Tour de France pour une deuxième année consécutive. Et c'est là aussi l'enjeu de ce Tour de France. Parce que UAE a bien compris que Pogacar, il a beau être très très fort, Vingegaard est aussi très très fort, et si Pogacar veut rivaliser, il lui faut aussi une très bonne équipe. C'est pour ça qu'ils vont se mettre à recruter des très 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 bons coureurs. Adam Yates qui fait 3ème du Tour l'an dernier, je vois Almeida qui fait 3ème du Giro l'an dernier. On peut aussi citer Pavel Sivakov, des coureurs comme ça, Timo Ehlens. Mais aussi, t'as des jeunes qui se révèlent. T'as Isaac Del Toro en début d'année. On a Juan Ayuso sur la dernière Vuelta qui est aussi très très fort. Donc on a une équipe UAE qui se met à avoir une équipe de fantastique absolue et complètement incroyable. Et donc cette année, pour Pogacar, c'est vraiment une saison exceptionnelle. Il remporte l'Estrade Bianche, il remporte Liège-Bastogne-Liège, il remporte toutes les courses par étapes auxquelles il participe, et sans aucune difficulté, il est ultra facile. Et puis sur le Giro, il donne une leçon à tout le monde, même s'il n'y avait pas une énorme concurrence, il remporte un nombre d'étapes incroyable. Il porte le maillot rose quasiment de bout en bout. Donc voilà, il prouve qu'il est en forme et il semble même pas fatigué finalement du Giro. On a l'impression que pour lui c'est comme un stage en altitude. Donc il va arriver sur le Tour de France avec beaucoup beaucoup de certitude. Et donc on arrive sur ce Tour de France et honnêtement, quand on voit la start list, on peut se demander si c'est pas plutôt une prédiction de classement de top 10 d'un suiveur, tellement les coureurs sont tous incroyables. Évidemment, Pogacar, on a déjà beaucoup parlé, ultra gros favori du Tour de France, surtout après les blessures de ses concurrents, puisque sur le Tour du Pays Basque, c'est peut-être là que Pogacar gagnait son Tour de France finalement, puisque peut-être ces 3 concurrents finalement, Primoz Roglic, Remco Evenepoel, mais surtout Jonas Vingegaard, vont tous les 3 chuter. Si Roglic s'en sort plutôt pas trop mal, pour Evenepoel, c'est déjà un peu plus compliqué, et pour Vingegaard, c'est quand même assez grave. On se souvient des images assez terribles qu'on avait de Jonas Vingegaard, même si on a des très bonnes nouvelles, il devrait normalement être sur le Tour de France. Après, dans quel état, c'est ça vraiment la vraie question. Mais Pogacar, lui, pour le coup, il est passé entre les gouttes cette saison. Il n'a pas eu de chance la saison dernière, mais cette saison, pour lui, c'est un peu le tapis rouge. Et honnêtement,
Si Vingegaard n'est pas à 100%, j'ai beaucoup de mal à voir qui est-ce qui pourrait potentiellement le battre. Pour l'accompagner, on aura droit à Juan Ayuso, donc pareil, énorme coureur, très bon grimpeur, très bon rouleur. On l'a vu sur Tirreno déjà très très fort, il a remporté le Tour du Pays Basque, où du coup on a eu toutes ses chutes, lui qui est passé un peu à travers aussi. Donc très fort, on l'a vu sur la dernière Vuelta aussi, il tient bien sur 3 semaines. Après, la petite interrogation, c'est sa chute sur le Dauphiné, il n'a pas pris le départ de l'étape qui a suivi, mais il était quasiment en train de partir, donc je pense que c'était plutôt de la prévention que vraiment une vraie alerte. Et donc, Ayuso sera équipier de Pogacar, mais peut prétendre à un podium, honnêtement, quand aujourd'hui on voit la concurrence. Après, quand tu découvres le tour, c'est sûr que c'est peut-être un peu compliqué, mais moi, Ayuso, pourquoi pas sur le podium. C'est pareil avec Almeida, qui va découvrir son premier Tour de France, qu'on a vu très fort sur le Tour de Suisse. D'ailleurs, à l'heure où j'enregistre la vidéo, le Tour de Suisse vient de se terminer. Donc voilà, tout ce que je vous dis là, évidemment, c'est à prendre au conditionnel. C'est s'il n'y a pas de chute, s'il y a pas de problème, voilà, X ou Y, ce seront eux qui sont sur le Tour de France. Donc Almeida, pareil, très bon grimpeur, très bon rouleur, un mec qui monte en effort curseur, voilà, il connaît aussi les grands tours, troisième du Giro l'an dernier. On l'avait vu prendre un gros step-up l'an dernier sur le Giro, cette année peut-être un peu décevant son début de saison, mais on voit qu'il monte en puissance. Donc pareil, pour le podium, ce sera peut-être un peu léger, après à voir, parce que c'est un mec qui roule aussi très très bien. Mais en tout cas, moi j'ai vu pas mal de critiques sur Almeida qui pourraient ne pas se donner à fond pour Pogacar, mais quand on voit le Tour de Catalogne, Almeida il s'était quand même pas mal dévoué pour Tadej, donc moi j'ai pas trop de soucis de ce côté-là, parce que Pogacar est tellement au-dessus des autres que ça va se faire naturellement. S'il y avait eu que Ayuso, Almeida, Yates et compagnie, là peut-être qu'il y aurait eu un problème. Là actuellement, moi je pense pas qu'il y ait de problème vraiment dans l'équipe. Ensuite on a Adam Yates évidemment, troisième du Tour de France l'an dernier, très fort. Pareil, début de saison un peu décevant. Il y a une grosse chute sur le Tour, ça a peut-être un peu joué. Mais là il revient très très bien sur le Tour de Suisse. Très fort, il paraît très très facile. Peut-être un petit bémol en chrono par rapport à ses rivaux pour le podium, que sont Remco Evenepoel ou Primoz Roglic. Mais en montagne, il est peut-être un ton au-dessus de Remco et au même niveau que Primoz. Donc à voir. Pareil, je pense que lui, j'ai pas trop de doute sur le fait qu'il puisse se dévouer pour Tadej Pogacar. Donc déjà, quand tu vois ces trois noms-là autour de Pogacar, tu te dis que c'est trois mecs qui peuvent gagner le Tour de France. Et t'as quatre mecs du coup qui sont dans la même équipe. Derrière, on descend un peu d'un niveau, mais c'est quand même Pavel Sivakov qui a quitté la Ineos pour rejoindre la UAE. Est-ce que c'était le meilleur choix? Tout dépend dans quelle optique. Si vous voulez être leader, c'est clair que non. Si vous voulez prendre un gros salaire et puis voilà, faire un peu ce qu'il voulait, c'est peut-être la meilleure option. Il sera équipier pour sûr. Peut-être qu'il aura une chance dans une échappée. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais pas. À voir comment se déroule le tour de Pogacar. Mais ouais, pareil, Sivakov, pareil, très bon grimpeur. Saison peut-être un peu décevante, mais le problème de UAE, c'est que du coup, tu peux pas trop juger vu qu'il est très souvent équipier. Après, on l'a vu sur le Giro d'Abruzzo, avec Adam Yates très fort, il remporte d'ailleurs une étape, donc il est en jambes, et je pense qu'il sera à un bon niveau sur ce Tour de France. Pareil pour Marc Soler, qui lui, pour le coup, fait une plutôt bonne saison, assez en forme, notamment sur le Tour du Pays Basque, on l'a vu très fort. Donc ouais, lui, pareil, c'est bon, ça fait assez longtemps que c'est un équipier pour Pogacar, donc il n'y aura pas trop de problèmes. Honnêtement, je vois pas trop ce qu'il y a à dire de plus sur ce coureur-là, c'est un peu la même chose que les autres. Très bon en montagne. Lui, pour le coup, c'est un bien plus mauvais rouleur. Mais oui, Marc Soler, très très bon équipier. Enfin, honnêtement, ce serait limite un mec qui pourrait être leader dans des équipes un peu de seconde zone. Donc là, c'est peut-être le cinquième ou sixième équipier, c'est dire le niveau de l'équipe. Et puis peut-être plus dans un rôle d'équipier, voilà, plus sur le plat ou les profils accidentés. Un mec comme Timo Wellens qui, pareil, revit chez UAE. euh, Très souvent placé sur les classiques. Il fait une très bonne saison d'ailleurs de classiques. Voilà, il gagne pas, mais il est quand même souvent placé. Il fait des petits podiums par-ci par-là. Lui en montagne sera peut-être un peu léger, quoique, quand on voit comment certains coureurs step up en montagne dans ses équipes, peut-être qu'il fera le train finalement
dans l'Alpe d'Huez. Mais oui, Wellens c'est pareil, beaucoup d'expérience. En plus, il a l'air de plutôt bien s'entendre avec Pogacar, donc ouais, ce sera un bon équipier pour Poga, notamment bah, dans les chemins blancs. Avoir un mec comme ça qui s'y connaît, il fait 13ème d'Estrade Bianche cette année, donc ouais, Tim Wellens, un mec très important, un peu à l'image bah, de Nils Politt, c'est un peu la même chose, qui lui pour le coup a déjà gagné sur le Tour de France, en échappé. Mais pareil, voilà, des mecs pour te remonter sur le plat, pour boucher un écart si tu crèves, pour t'aider dans les étapes casse-pattes, dans les étapes avec des chemins blancs, ramener un bidon, voilà, c'est des mecs comme ça. Et quand t'as Nils Politt et Tim Wellens, qui sont des équipiers un peu, on va dire, voilà, des équipiers un peu de fond de peloton qui font un peu le sale boulot, c'est que tu vois quand même la force de l'équipe. Et donc, bah, évidemment, bah, l'équipe, ce qu'on attend d'elle, c'est gagner le Tour de France. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Peu importe le nombre d'étapes que tu gagnes, ce sera un échec pour Pogacar s'il gagne pas le Tour de France, s'il fait pas ce doublé historique après avoir remporté le Giro d'Italia. Et moi, honnêtement, à part Vingegaard, je pense qu'il n'y a personne qui rivalise avec Pogacar aujourd'hui. Donc si Vingegaard n'est pas à 100%, ça risque d'être très compliqué pour lui. Donc pour moi, sauf chute, Pogacar devrait remporter le Tour de France. Et même en cas de chute et d'abandon du coup de Pogacar, on a quand même trois mecs qui peuvent prendre le relais. Et donc bah, t'as une équipe UAE qui a quand même des grosses cartes en main pour remporter ce Tour de France. Et je serais très étonné qu'il ne le remporte pas après, sait-on jamais. Moi, ce que j'ai pas envie de voir, c'est j'ai pas envie de voir une équipe UAE qui cadenasse tout, qui attend et qui laisse Pogacar partir faire son sprint à 1 km alors que le mec a 8 minutes d'avance. J'ai pas envie de voir une équipe UAE qui condamne toutes les échappées, qui roule sur tout le monde pour que Pogacar ait 15 victoires. Moi j'ai envie voilà, que Pogacar il va faire une attaque, il va partir à 60 bornes de l'arrivée sur une étape, il va prendre 11 minutes, et puis derrière ce sera rideau, derrière ils vont contrôler un peu, et puis voilà. Mais voilà, faudra pas que ça devienne non plus n'importe quoi, que ce soit un triplé à la Jumbo Vuelta 2023, parce que j'ai très peur de ça, j'ai très peur du triplé UAE, et j'ai très peur que ce soit un peu un tour ennuyeux, où les UAE décident un peu ce qui se passe, décident qui gagne, décident ce qu'ils se font, s'attendent, discutent entre eux dans les montées. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous voyez d'ailleurs Pogacar être battu, par qui ou comment. Mais moi aujourd'hui, je vois absolument pas Pogacar être battu. Euh, Vingegaard est le seul à pouvoir le faire. Roglic, si vraiment Roglic, mais il faudra un step-up incroyable de Roglic, arriver à battre Pogacar, parce qu'il a une bonne équipe, mais bon, Vlasov et Inde, ça aidera pas forcément à battre Pogacar. Donc bon, j'ai beaucoup de mal à y croire. Après, sait-on jamais, mais si vous voyez quelqu'un d'autre que Pogacar gagne le tour dans les commentaires, dites-moi. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et puis on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et on parlera d'une autre équipe qui veut gagner le Tour de France, mais qui elle a connu quelques problèmes. Allez, on se dit à la prochaine, salut les gars.